Depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on parle régulièrement de ce qu'il se passe sur le front. Mais il est difficile de savoir ce que devient la population restée dans les régions annexées. Cette semaine, nous vous faisons donc entendre les voix de ces habitants dont la vie a basculé. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Au cœur de l'Ukraine occupée, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 2, l'indispensable passeport russe. Dans le précédent épisode, vous avez découvert comment les Russes installaient leur pouvoir dans les régions occupées. Aujourd'hui, avec Clara Marchaud, la correspondante de l'Express en Ukraine, nous allons tenter de comprendre à quoi ressemble le quotidien des habitants restés dans ces territoires. Vous entendrez également l'analyse d'Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine post-soviétique. Pour certains témoignages, les voix et les prénoms ont été modifiés pour des raisons de sécurité. Je vous rappelle que ces récits peuvent être difficiles à écouter. Pour le moment, j'ai rencontré beaucoup de gens partis après les premières répressions de 2022 et début 2023. Mais pour avancer dans mon enquête, il me fallait plus de témoignages de gens sortis récemment des territoires occupés. Des récits difficiles à obtenir. Même en Ukraine libre, chez les exilés, la peur règne. Certaines sources qui avaient d'abord accepté de me parler se sont rétractées, d'autres suppriment immédiatement les traces de nos conversations. Pour trouver des réponses, j'ai décidé d'aller là où j'étais certaine de trouver des gens fraîchement arrivés des régions occupées par les Russes, à l'unique point de passage entre les deux mondes ennemis. En octobre 2024, je me suis donc rendue au poste frontière de Domanové, entre la Biélorussie et l'Ukraine, près de la Pologne. Il faut se faire accompagner des gardes frontières et de l'armée ukrainienne. La zone est remplie de très belles forêts célèbres pour leurs ambres, qui sont désormais minées. Quand on arrive sur le poste frontière, il semble à l'abandon, il y a des chiens errants, d'énormes obstacles anti-chars en métal et des fortifications pour éviter une nouvelle invasion. Et surtout, un silence pesant. Un bus avec un bénévole attend les réfugiés qui arrivent au compte-gouttes, 2 personnes par heure environ. En tout, entre 30 et 50 Ukrainiens passent chaque jour. Devant le poste frontière, je vois Valentina qui attend depuis des heures. Elle vient chercher sa mère de 95 ans. Valera, une autre habitante qui a accepté de l'aider à sortir, pousse son fauteuil roulant. Cette Ukrainienne n'a pas vu sa mère depuis presque 3 ans. Les communications étaient difficiles dans sa région où il y a très peu de réseaux. Valentina a d'ailleurs cru qu'elle n'allait jamais la revoir. Je la vois, ils arrivent. Tout va bien, maman, tout va bien. Garde ton calme, ça va aller. Les gens qui arrivent sont épuisés. Ils ont parfois fait 5 jours de voyage, traversé de multiples frontières ou checkpoints russes et biélorusses. À chaque fois, il y a ce qu'ils appellent une filtration, avec une vérification des téléphones et des interrogatoires. Certains Ukrainiens fuient aussi le territoire par une autre zone, la frontière entre la Russie et la Pologne ou les pays baltes. Mais là-bas, il faut faire face à des agents du FSB, alors qu'ici, ce sont seulement des Biélorusses qui contrôlent et les vérifications sont moins strictes. Le voyage coûte des centaines d'euros. Certains ont économisé pendant des mois, voire une année pour obtenir la somme afin de payer les passeurs et les transports. Ce qui me frappe, c'est qu'ils ont très peu d'affaires. Parfois rien qu'un petit sac à dos, parce qu'ils doivent avoir un alibi pour sortir. Ils disent souvent aux soldats russes qu'ils doivent voir de la famille malade, qu'ils vont se soigner. Beaucoup m'ont dit qu'ils sont mis sous pression, qu'au checkpoint on leur dit qu'ils vont être enrôlés de force dans l'armée ukrainienne, ou qu'en Ukraine, ils se retrouveront à la rue. Les gens que je rencontre oscillent entre la joie, l'euphorie, la tristesse, la crainte. Pour certains, c'est la première fois qu'ils parlent ukrainien en public sans avoir peur. Valera, la femme qui accompagne la grand-mère en fauteuil roulant, vient de Berdiansk, où elle a laissé ses parents. Elle a décidé de partir, car il n'y avait pas d'avenir là-bas. Elle passe du rire aux larmes. Nous sommes fatigués, très fatigués, épuisés, mais je suis heureuse car je viens d'arriver à la maison. En comparant le témoignage des réfugiés de Domanové avec ceux que j'avais récoltés auparavant, je comprends que les changements dans les territoires occupés se sont faits progressivement. Qu'aujourd'hui, la politique est encore plus répressive.
Chaque élément du quotidien est soumis aux règles russes. Il est impossible de leur échapper. Igor et Ina arrivent de la région occupée de Kherson avec leur petite fille. Pour sortir des territoires occupés, il te faut la citoyenneté russe, et donc des papiers. Et puis il faut passer les contrôles. Faire ce long trajet, ça coûte cher. On serait parti avant, mais on n'avait pas les moyens. Là-bas, le salaire moyen, c'est $100 par mois. Mais les prix, ce sont les prix de Moscou. Comment tu peux économiser? Il faut bien vivre de quelque chose. Pour nous, ça a été long de faire le passeport, car il n'y a que 3 bureaux qui délivrent ces documents dans notre région et ils sont à plusieurs heures de route. Finalement, on a reçu le passeport après plusieurs mois. Nous, on n'a pas eu à chanter l'hymne, mais on a dû prêter serment sur la Constitution. Je jure sur la Constitution de Russie de protéger la patrie et le peuple russe. Et si tu es un homme, on te donne le passeport et hop, on te met sur les listes des hommes à enrôler. Même si selon le droit international, les occupants ne peuvent pas mobiliser la population contre leur propre peuple. J'ai réussi à y échapper car je n'avais pas fait les papiers. On a attendu jusqu'au bout pour faire un passeport. 2 ans. C'était vraiment le dernier moment. À chaque fois qu'il y avait un contrôle, on disait « J'ai fait la demande, j'attends depuis 2 semaines, j'attends encore ». Et ils ne nous arrêtent pas car ils savent très bien qu'il y a beaucoup d'attentes. Aujourd'hui, dans les territoires annexés, il est impossible de survivre sans passeport russe. Le document rouge est indispensable pour toucher une retraite, de l'aide humanitaire ou se faire soigner à l'hôpital. Le refuser, c'est s'éloigner de tous ces services. Alors les habitants sont obligés de l'accepter et donc de changer de nationalité au mépris du droit international. Alors la passeportisation est une pratique que l'on retrouve dans beaucoup de pays. C'est pas la Russie qui l'a inventée. L'idée de distribuer la citoyenneté du pays, et donc le passeport, le document d'identité, c'est pas le passeport au document de voyage. Anna Colin-Lebedev. C'est le passeport comme carte d'identité locale et quelque chose qui s'est pratiqué au 19e siècle, qui s'est pratiqué au 20e siècle en Europe. Alors pour ce qui est de la Russie, on peut remonter bien évidemment à la politique de l'Union soviétique, de distribution de la citoyenneté soviétique aux citoyens des territoires annexés par l'URSS, et on peut parler par exemple du territoire de l'Ukraine orientale, annexé par l'Union soviétique au moment de la Seconde Guerre mondiale, ou des États baltes par exemple, qui considèrent aujourd'hui avoir été annexés et qui du jour au lendemain sont aussi devenus citoyens soviétiques par la distribution de ces passeports, cartes d'identité. Lorsque l'Union soviétique s'effondre, on s'attend à ce que la Russie renonce à ce type de pratique, puisque l'Union soviétique disparaît avec cette idée que les frontières selon lesquelles elle se disloque seraient respectées, et donc chacun chez soi. Il n'y aurait pas de prétention territoriale de Moscou sur d'autres régions. Or, en fait, cette passeportisation revient comme stratégie dès les premières tentatives, par exemple, d'intervention russe dans le Caucase, et notamment les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud au cours de la décennie 2000, où l'armée russe intervient militairement. C'est un jeu un petit peu ambigu, mais qui, du côté de l'État russe, permet à la Russie de dire « nous avons des concitoyens sur ce territoire et donc notre devoir est de protéger ces concitoyens ». Au début, nous vivions sans passeport, car nous n'avions besoin de rien de la part des nouvelles autorités. Et puis, au bout de quelques mois, on a dû les faire, leur passeport, pour toucher notre retraite. Peut-être que je ne dois pas le dire, mais oui, on l'a pris le passeport. Comment on aurait pu faire autrement? Quand on conduit d'un village à l'autre, il y a des checkpoints. Les soldats russes te demandent ton passeport. Pourquoi vous ne l'avez pas? Ils vérifient à chaque fois. Ces derniers temps, avant qu'on parte, ils avaient assoupli les contrôles parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, beaucoup de monde là. Même dans une situation d'urgence, les secours ne viennent pas si vous ne possédez pas le passeport russe. D'ailleurs, une femme me raconte comment son mari l'a demandé à contre-cœur après que l'ambulance ait refusé par 3 fois d'intervenir auprès de sa mère de 82 ans. Avoir un passeport est aussi nécessaire pour trouver un emploi et donc gagner de l'argent. Les Russes tentent de convaincre les Ukrainiens de continuer à travailler, car ils font face à une pénurie de main-d'œuvre, notamment des fonctionnaires. À partir de 2014, la Russie distribue bien évidemment massivement les passeports russes en Crimée, puisqu'elle devient une partie du territoire de la Fédération de Russie. Anna Colin-Lebedev. Et dans les régions du Donbass, là aussi, je dirais, la passeportisation intervient progressivement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, entre 2014 et 2022, l'État russe se dit, en fait, on va ouvrir la possibilité
pour les citoyens locaux d'obtenir la nationalité russe. Comme ça, on gagne leur loyauté et comme ça, on gagne aussi une sorte de levier d'action sur l'Ukraine en disant « vos territoires, c'est peut-être vos territoires, mais on a aussi beaucoup de concitoyens sur ces territoires ». Ce qui fait que, par exemple, dans les régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk, eh bien, vous avez tout un tas de citoyens qui ont en réalité 3 passeports, c'est-à-dire qu'ils gardent leur passeport ukrainien, ils prennent le passeport russe, mais ils prennent aussi, parce que c'est plus pratique, eh bien, le passeport propre de la République séparatiste, qui se met aussi à émettre des documents d'identité. Cette toute nouvelle législation qui est rentrée en vigueur début janvier 2025, elle impose la prise de citoyenneté russe et la prise d'un passeport russe de manière beaucoup plus radicale. La législation, en fait, oblige les citoyens à obtenir la citoyenneté par l'obtention du passeport russe et donc considère qu'à partir du moment où ils continuent à vivre avec le passeport ukrainien, ils sont désormais des citoyens étrangers et peuvent être sanctionnés ou expulsés en raison de cela, puisqu'ils peuvent se retrouver potentiellement en situation irrégulière tout en restant chez eux. Alors de quoi est-ce que ça peut être le signal ? Ça peut être notamment le signal du fait que ça se passe pas bien. Que la population locale, en fait, n'est pas très désireuse de prendre rapidement le passeport de la Fédération de Russie, à la différence de ce qui a pu se passer en Crimée et dans les républiques de Donetsk et de Lugansk. En réalité, c'est la première fois que l'on voit une formalisation comme ça d'actes législatifs. Auparavant, en fait, ça passait par l'ouverture de bureaux dans lesquels on pouvait, si on le souhaitait, obtenir la nationalité russe. Et je dirais, les sanctions étaient plus informelles. Là, c'est la première fois que la sanction est véritablement formalisée, ce qui, une fois de plus, est un signe que l'État n'arrive pas à faire autrement. Grâce à ces témoignages, je commence à comprendre un peu plus la vie sous occupation. Mais pour avoir une vision d'ensemble, je suis allée voir à Kiev une journaliste qui enquête sur les territoires occupés depuis longtemps. Anna Mourlikina vient de Mariupol. C'est une figure médiatique de la ville. On me l'a présentée comme une journaliste professionnelle, fiable et incorruptible. Elle a fondé le seul média indépendant de la région de Donetsk en 2006. Anna a quitté Mariupol le 25 février 2022 pour amener sa mère se faire opérer à l'hôpital de Zaporizhzhia en pensant revenir quelques jours plus tard. Les gens, par principe, ne croyaient pas à la possibilité d'une guerre comme celle-ci. Tout le monde pensait, même le jour où ça a commencé, le 24 février, que ce serait comme en 2014 à Mariupol, qu'ils tireraient un peu et qu'ils seraient arrêtés tout de suite. Comment peut-on imaginer au XXIe siècle qu'un pays lance un tapis de bombes et rase une ville entière ? C'était inconcevable. La ville de 400 000 habitants s'est retrouvée sous un siège total et violent pendant 2 mois. Anna n'a jamais pu rentrer chez elle. Ils n'ont pas occupé du jour au lendemain toute la ville. Ça s'est fait par étapes, par quartier. Vers la mi-mars 2022, l'armée russe était dans toute la ville. D'abord, ce sont les soldats de la DNR, la République populaire de Donetsk, qui sont entrés. Les Russes sont arrivés après. Les soldats de la DNR se comportaient vraiment comme des sauvages. C'était effrayant, car ils sont nés en Ukraine. Ce sont nos compatriotes qui ont vécu pendant 10 ans sous occupation. Et ils étaient les plus agressifs et les plus cruels. Après, quand les Russes sont arrivés, ils se sont présentés comme les gentils, comme ceux qui allaient restaurer l'ordre, les libérateurs. Et pour ça, ils sont venus avec du pain, alors que les gens n'avaient pas mangé depuis des semaines. Les habitants des 2 républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk, Anna Colin-Lebedev, depuis le début de l'invasion massive de février 2022, sont dans une situation très particulière et je dirais vivent une autre guerre qu'à la fois les citoyens ukrainiens et puis les soldats russes. Dans ces républiques séparatistes, alors le recrutement des combattants s'y fait depuis 2014, puisqu'il y a officiellement des forces armées des républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk qui combattent sur le front, donc il y avait déjà des forces armées actives en permanence, mais je dirais la mobilisation de nouveaux combattants y a eu lieu
avant la déclaration de mobilisation sur le reste du territoire de la Russie, uniquement par les autorités locales, avec une absence de contrôle total. Ce qui fait qu'on a énormément de témoignages de très grande violence, en fait, dans le recrutement de combattants, d'absence totale de cadre légal, c'est-à-dire qu'on va embarquer des groupes en totalité, sans regarder leur situation familiale, leur état de santé, leur aptitude à combattre, leur âge. On sait aussi que c'est eux qui sont envoyés en priorité dans les territoires nouvellement annexés, bien évidemment, avant les forces armées russes, avec cette idée aussi de créer des situations ambiguës, je pense, pour les citoyens locaux. C'est-à-dire que c'est pas des soldats arrivés de loin qui les contrôlent, mais plutôt ceux qui sont considérés comme pro-russes, mais qui sont aussi leurs voisins d'hier, qui parlent par exemple ukrainien. Et ça, il peut y avoir des éléments comme ça. Puis il y a une autre chose qui est particulière, on n'en parle pas aujourd'hui, mais je pense que quand on fera le bilan de cette guerre, ce sera un élément important. Ce sont des morts et des disparus que personne ne compte, ni le côté russe, ni le côté ukrainien. Vous avez des comptages de morts au front qui sont faits des deux côtés par des initiatives des médias ou des initiatives d'ONG. Ceux-là ne sont intégrés dans aucune comptabilité. Ils sont dans les habitants des républiques séparatistes, c'est un peu le trou noir de cette guerre. Après un siège de 3 mois, les Russes ont fait de Mariupol une ville modèle. Là aussi, ils ont essayé d'imposer le passeport russe, notamment pour obtenir de l'aide humanitaire. Grâce à ces enquêtes, Anna Mourlikina peut dresser un profil type des habitants actuels dans les territoires occupés. Il y a des gens qui sont des Russes idéologiques, qui sont arrivés de Russie pendant l'URSS. Ils se sont installés en Ukraine en estimant que c'était la Russie. Et pendant les 30 ans d'indépendance ukrainienne, ils continuent à penser que c'était la Russie. Ce sont des citoyens ukrainiens sur le papier, mais mentalement, ils se considèrent comme Russes. Il faut le reconnaître, selon eux, l'invasion, c'est donc rétablir l'ordre naturel des choses. Bien sûr qu'il y a des traîtres idéologiques, mais il y a aussi des gens qui vivent de l'argent russe. L'argent a eu une grande influence. Des tas d'organisations russes sont venues avec de l'argent pour convaincre les gens de collaborer. J'ai par exemple entendu le cas du propriétaire d'une station-service. Au début de l'occupation, il touchait plusieurs milliers de dollars par mois pour continuer à la faire fonctionner en important de l'essence de Russie. Cet argent, c'était juste pour qu'il continue à travailler sous les ordres des Russes. Comme Anna, beaucoup me racontent comment ceux qui ont collaboré en profitent pour s'élever socialement. Dans un village près de Mélitopol, la femme de ménage d'une école maternelle en est devenue la directrice après la démission de tout le personnel selon une ancienne collègue. À Kherson, sous occupation, l'agent de sécurité a pris la tête du théâtre. La majorité de ceux qui restent, ce sont principalement des personnes âgées qui ne veulent pas partir de chez elles, notamment à la campagne. Ou ce sont les gens qui s'occupent de personnes âgées ou malades qui ne peuvent pas partir. Et puis, il y a des gens qui sont incapables de tout recommencer à zéro, qui sont forcés de s'adapter aux circonstances. En Ukraine, les gens pensent parfois que les personnes qui restent sous occupation, ce sont des traîtres, des pro-russes. Ce n'est pas vrai. La peur de l'inconnu est plus forte que la peur de l'occupation où l'on connaît les règles du jeu. Ces personnes savent comment faire pour éviter de se mettre en danger, comment faire de l'argent, comment obtenir de l'aide humanitaire. Alors qu'en exil, elles ne savent pas ce qu'il en sera. Donc, elles restent. Je connais par exemple une retraitée. Elle a déjà fui Donetsk occupé en 2014 avec son mari. Ils se sont installés à Mariupol et avec leurs derniers sous, ils ont acheté une maison dans le centre. C'était leurs dernières économies. Ils ont mis tout leur cœur dans les travaux. Son mari est mort juste avant l'invasion et donc elle était toute seule au début de la guerre. Il faut vous imaginer, dans ce quartier, pas un seul bâtiment n'est resté intact. Ça tirait de partout et cette dame était coincée chez elle à cause d'une blessure à la jambe après un éclat d'obus. Elle ne pouvait pas descendre à la cave, alors elle a attendu là, dans son couloir, en priant sous les bombardements, en parlant avec sa maison. Par pitié, reste intacte, je ne t'abandonnerai jamais. Par miracle, elle a survécu. Elle est persuadée que c'est sa maison qui l'a sauvée, donc elle ne la quittera jamais. Elle m'a dit, je reste, je ne peux pas l'abandonner, mais je ne prendrai jamais le passeport russe. Aujourd'hui, elle est encore à Mariupol. Au début, elle recevait encore sa retraite ukrainienne, mais elle ne pouvait pas la retirer ou la changer en roubles. Pas de passeport russe, donc pas de moyens de subsistance.
Ensuite, elle a commencé à être malade, mais elle ne pouvait pas se soigner sans passeport. Donc au bout d'1 an et demi, elle l'a pris. Elle ne pouvait plus survivre sans. La question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce que l'État ukrainien prendra en fait cette situation et que fera-t-il des personnes qui auront obtenu le passeport russe? Anna Colin-Lebedev. Alors, l'État ukrainien a été assez explicite sur le sujet il y a un moment déjà, en disant que un certain nombre de situations n'étaient pas considérées comme une trahison, dans la mesure où elles étaient faites sous contrainte. Et donc, par exemple, le fait de continuer à travailler quand on est un professeur dans une école, alors qu'on est sur un territoire occupé et que les programmes ont changé, eh bien, ça ne fait pas de vous un traître de l'Ukraine, parce que vous n'avez pas vraiment le choix. Pareil pour un certain nombre de professions qui continuent à être exercées et que avoir été forcé à prendre le passeport russe ne peut pas être considéré comme un acte de trahison vis-à-vis de l'Ukraine et que pour l'Ukraine, il s'agit toujours de citoyens ukrainiens. Le passeport dicte chaque élément de la vie des Ukrainiens restés en territoires occupés. Il s'est infiltré jusque dans les téléphones, les puces ukrainiennes ne fonctionnent plus et il faut désormais posséder des papiers russes pour obtenir une carte SIM. D'autant qu'à partir de l'été 2022, les communications ont commencé à être surveillées. Les habitants vivent dans un climat de peur permanent, ils ne peuvent faire confiance à personne sur place et font attention à tout ce qu'ils disent au téléphone avec leurs proches en Ukraine libre. Une femme me raconte ainsi comment elle ne peut plus parler que de la météo et du jardin avec son mari. Il pense qu'elle est en Allemagne au chômage. En réalité, elle est à Zaporizhzhia dans un réseau de bénévoles. Une assistante sociale qui aide encore les familles sous occupation me raconte les conséquences de cette société de surveillance. Aujourd'hui, les Russes font tout pour rendre la communication impossible entre les familles et entre les gens. Les habitants en exil ne peuvent pas rendre visite à leurs proches sous occupation. Les Russes ne laissent pas rentrer les citoyens ukrainiens, même pour enterrer leurs proches. Des familles entières sont divisées depuis 3 ans. Je vous donne un exemple qui est très très commun. On a une famille, la mère, le père, les enfants et les grands-parents. En 2022, tout le monde pensait que ça n'allait pas durer longtemps. Alors la mère a fui avec les enfants. Le père est resté pour s'occuper de la maison et de la grand-mère alitée. Et maintenant, cela fait 3 ans que les enfants n'ont pas vu leur père et ne peuvent pas lui parler au téléphone. Nous avons très peu d'informations sur ce qu'il se passe là-bas. On ne peut pas appeler et prendre des nouvelles. Tout le monde sait que les communications sont écoutées, surveillées. Vous savez, là-bas, il y a une terreur silencieuse qui règne, comme au temps de l'URSS et de Staline. En apparence, tout va bien, tout est beau, les enfants heureux, les parades, les parterres de fleurs, le bonheur. Mais la nuit, l'ennemi frappe aux portes. La nuit, les gens disparaissent. En échangeant avec tous ces exilés, j'ai l'impression de plonger dans un manuel d'histoire sur l'URSS. Et comme sous Staline, dans ces régions occupées, la conquête russe se fait surtout dans les esprits. Comment la Russie tente d'occuper aussi les esprits ukrainiens, c'est la suite du récit de Clara Marchot, la correspondante de l'Express à Kiev. Pour ne pas rater cet épisode, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Au cœur de l'Ukraine occupée est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.